Bonsoir à tous et bienvenue pour ce webinaire éducatif sur la volatilité sur les marchés financiers. C'est un nouveau webinaire que nous présentons sur dailyfix.fr. Ce soir donc Adrien Raymond, je vais vous expliquer ce que c'est la volatilité. Quand on parle de volatilité, souvent c'est une mauvaise chose sur les marchés financiers. Souvent on évoque des risques de volatilité, des risques de perte pour les traders et les investisseurs. Aujourd'hui nous sommes clairement dans une situation de forte volatilité sur le marché d'échange, sur le Forex donc, avec ce qui s'est passé il y a 2 semaines sur le franc suisse, l'envolée du franc suisse avec donc l'abolition du taux plancher Euro-CHF donc par la Banque nationale suisse. Mais en fait cette augmentation de la volatilité sur le marché d'échange, on l'observe depuis l'été dernier. Et je vais vous expliquer ce soir pourquoi. Alors que la volatilité sur le marché d'échange l'année dernière, donc au début de 2014, était quand même historiquement basse, et bien depuis l'été 2014, cette volatilité augmente. Je vais également vous expliquer ou vous montrer en fait des indicateurs de volatilité. Vous avez des indices de volatilité sur le marché. Vous avez également des indicateurs techniques qui vous permettent de mieux jauger la volatilité, les ranges tout simplement sur les marchés, donc l'étendue de ces ranges. Vous avez un chat à droite sur la page, donc dans la salle de trading en live sur dailyfix.fr. Si vous avez des questions ce soir durant ce webinaire, n'hésitez pas, je vais maintenant vous montrer rapidement l'avertissement sur les risques liés au trading. Les informations durant ce webinaire sont uniquement à titre indicatif et ne constituent en aucun cas des conseils d'investissement. Toute opinion, information de marché, note de recherche, analyse, prix et autres notifications ont pour seul et unique but de commenter les marchés, d'expliquer ce que c'est la volatilité sur le marché et encore une fois ne constitue en aucun cas un conseil d'investissement. Alors continuons avec rapidement le plan ce soir. On va je vais faire une introduction sur la volatilité. Qu'est-ce que c'est? On va regarder plusieurs indices de volatilité, le VIX, le CVIX, le Gold VIX, le Crude VIX, donc le VIX pour le pétrole. On va regarder des indicateurs techniques que vous pouvez, avec lesquels vous pouvez trader sur votre plateforme de trading, notamment l'indicateur Average True Range et les bandes de Bollinger. Et on va terminer bien entendu avec des questions. Si vous avez des questions à la fin de ce webinaire, je vais regarder le chat à la fin pour répondre à vos questions concernant la volatilité sur le marché. Définition de la volatilité. Alors, d'abord, quand on parle de volatilité, on parle généralement on parle de risque. On parle de quelque chose en fait qui est très lié au risque de perte. Mais il faut comprendre également que la volatilité, ça peut jouer en faveur justement, à la faveur des traders. Vous pouvez gagner avec une augmentation de la volatilité si vous êtes en fait dans le bon sens du marché. Il faut comprendre d'abord, quand on parle de volatilité, c'est quelque chose en fait qui ne dépend pas de la direction du marché. Vous avez une tendance à la hausse ou à la baisse sur un actif, par exemple l'euro-dollar, mais la volatilité, c'est autre chose. La volatilité, c'est justement l'étendue des ranges, les écarts en fait. Est-ce que nous avons des écarts journaliers assez étroits par exemple sur l'euro-dollar de 50-60 pips, ou est-ce que en fait nous avons de forts décalages avec des ranges journaliers plutôt de 100 voire même 150 pips sur l'euro-dollar? Ça, c'est la volatilité. Alors vous avez en fait une représentation graphique ici. Faible volatilité, en fait vous avez une moyenne, donc une tendance par exemple, un marché qui monte doucement, et en fait nous avons une espèce de moyenne, une espèce de moyenne autour de cette tendance. Et en fait quand le marché monte et baisse, il reste plus ou moins proche de cette moyenne ou de cette médiane. Par contre, quand la volatilité augmente, là vous avez des swings, des écarts beaucoup plus larges, et en fait des écarts par rapport à la moyenne ou la médiane qui sont beaucoup plus importants. Et là, on parle d'augmentation de la volatilité. Ça peut être dans un marché baissier, ça peut être dans un marché haussier. Donc généralement en fait, quand on parle d'actifs risqués et valeurs refuge,
Généralement, en fait, on évoque des marchés, enfin pour les valeurs refuges par exemple, des marchés en fait qui sont généralement achetés dans des périodes de volatilité avec, avec justement des incertitudes sur le marché. C'est généralement ce que l'on dit. Les valeurs refuges en fait sont achetées lorsque les marchés baissent, et quand les marchés baissent, en fait généralement on observe la plupart du temps quand même une augmentation de la volatilité. Les marchés en fait boursiers surtout sont souvent beaucoup plus volatiles à la baisse qu'à la hausse. Donc un marché peut grimper doucement, suivre une tendance haussière pendant un an, 2 ans, autour de cette moyenne ou cette médiane, et tout d'un coup, il se met à baisser. Et là, quand on baisse, en fait, on peut quand même avoir un écart très important par rapport à la moyenne historique, on va dire, et donc une augmentation de la volatilité. Ça, c'est la raison pour laquelle, quand on parle d'actifs risqués, c'est souvent le cas. Ce sont des actifs en fait qui montent doucement, mais si ça se passe mal sur les marchés boursiers, par exemple, pour les actifs risqués, donc les actions, si ça se passe mal, en fait, les investisseurs lâchent leurs titres, et là, on a un fort décalage. D'où la raison pour laquelle on évoque justement ce risque de volatilité, d'où l'appellation actif risqué. On va continuer rapidement. Alors, on va pas faire des calculs ce soir, mais pour les matheux, tout simplement, je vous présente la formule de la volatilité. En fait, la volatilité, en gros, c'est la moyenne des écarts, des écarts en fait d'un marché, d'un prix par rapport à sa moyenne. Donc, vous calculez en fait le prix moyen sur, par exemple, un an pour un actif boursier, le CAC 40 par exemple, et ensuite vous calculez donc la moyenne, et ensuite vous calculez pour chaque jour l'écart du prix observé sur le CAC 40 par exemple par rapport à cette moyenne historique. Vous avez ensuite donc une suite de 250 jours donc pour le CAC 40, c'est une année boursière, 252 je crois. Et ensuite vous pouvez faire ce calcul de volatilité en trouvant justement la moyenne de ces écarts par rapport à la moyenne. Donc vous faites finalement deux moyennes. Et là, quand vous calculez l'écart type de ce calcul, vous avez la volatilité. Or, c'est beaucoup plus simple en fait si vous faites cela sur avec un tableau Excel, bien entendu. Je pourrais d'ailleurs vous montrer le calcul, c'est assez simple. Mais dans tous les cas, vous avez quand même beaucoup de plateformes, beaucoup de sites internet également qui vous proposent justement le calcul automatique de la volatilité sur le marché. Donc peu importe l'actif, en fait généralement vous pouvez quand même trouver la volatilité historique. On parle de volatilité historique ici pour le CAC 40 par exemple, et encore une fois c'est basé sur les prix, mais en fait ce sont des prix en fait par rapport à la moyenne. On peut également, et officiellement c'est plutôt la façon de le faire, on peut également calculer la volatilité par rapport au rendement, c'est-à-dire par rapport au changement journalier par exemple sur le CAC 40. Ça c'est en fait officiellement la façon de calculer la volatilité par rapport au changement. Donc on calcule en fait le changement du CAC 40 d'un jour, pour une séance boursière. Est-ce que le CAC 40 a augmenté de 0,5%? Est-ce que le CAC 40 a baissé de moins 2? Est-ce que le CAC 40 a ensuite regrimpé de 1,5? Et en fait vous prenez encore une fois la moyenne de tous ces rendements, enfin des changements journaliers, et vous calculez la moyenne de cela, et ensuite vous calculez la moyenne de l'écart pour chaque jour par rapport à cette même moyenne. Et là on trouve la vraie volatilité qui est plutôt en termes de pourcentage d'évolution. Donc le CAC 40 qui monte de 0,5, baisse de 0,2, et on peut ensuite déterminer la volatilité. Généralement en moyenne on peut dire par exemple un indice boursier affiche une volatilité annuelle de par exemple je sais pas 7% ou 10%. Et en fait on va essayer de trouver en fait des actifs moins volatiles, parce que encore une fois volatilité ça s'appelle risque sur le marché, et donc on trouve en fait des valeurs moins risquées en trouvant des valeurs ou enfin des titres qui sont moins volatiles historiquement parlant.
Si vous avez des questions concernant concernant cette formule ici, n'hésitez pas. Dans tous les cas, en fait, vous pouvez regarder vous-même. C'est pas compliqué au niveau du calcul. Vous pouvez télécharger les données pour un actif boursier, et ensuite faire les calculs avec un tableau Excel. D'ailleurs, en fait, les formules sont déjà programmées sur Excel. Je viens de parler de la volatilité historique, et c'est celle qui est la plus connue de tous, hein. Mais il y a également ce qu'on appelle la volatilité implicite. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui est donc très très connu parmi les traders d'options. La volatilité implicite, en fait, c'est une volatilité qui n'est pas ressentie. En fait, c'est une volatilité anticipée. C'est-à-dire, en fait, c'est pas du tout basé sur les prix ou les rendements passés sur le marché, mais en fait, ce sont des prix, enfin, une volatilité anticipée par les investisseurs. Et cette volatilité implicite, on l'appelle implicite justement parce que en fait, on l'observe uniquement grâce au prix des options, donc options vanille, hein, pas binaire, hein. Je parle d'options standard vanille. En fait, dans la formule de pricing pour une option vanille, vous avez beaucoup de paramètres, dont justement la volatilité. Or, en fait, il s'avère que le prix d'une option traitée sur le marché, c'est un variable en fait déjà connu. Quand vous traitez des options vanille sur les plateformes de trading, en fait, vous avez un prix qui s'affiche, et en fait, c'est votre prix. C'est la prime. Et à partir de ces primes, vous prenez en fait l'étendue des deltas, des échéances aussi pour les options, vous pouvez déterminer ensuite les volatilités implicites. Donc on calcule cette volatilité implicitement à partir des prix des options. D'où l'appellation volatilité implicite. Et ça en fait, c'est quelque chose qui est très très étudié sur les marchés, parce que connaître la volatilité historique d'un marché, d'un actif, c'est bien. Mais en fait, ça ne veut pas dire que la volatilité va être la même dans le futur. Tout comme connaître la tendance d'un marché, c'est bien, mais en fait, ça ne veut pas dire que la tendance restera la même dans le futur. Donc, il est beaucoup plus intéressant pour les traders et opérateurs sur le marché de connaître justement les anticipations vis-à-vis de cette volatilité. Parce que si les opérateurs s'attendent à une augmentation de la volatilité dans les 30 jours, 60 jours, 90 jours qui viennent, là, on pourrait quand même espérer une augmentation de la volatilité réellement connue sur le marché. Donc d'une augmentation de la volatilité historique. Donc deux types de volatilité: historique implicite. Historique déjà connu, calculé à partir des rendements du passé. Volatilité implicite, en fait, ce sont des anticipations des opérateurs, et on observe cette volatilité implicitement à partir des primes des options, donc des options pas binaires. Encore une fois, on ne parle pas d'options binaires, on parle d'options vanille, hein. Alors, justement, on va plutôt parler de volatilité implicite à ce moment-là, parce que c'est ce qui est le plus important sur les marchés. On va parler de plusieurs indicateurs ou indices de volatilité, dont le VIX. Alors, le fameux VIX, l'indice de la peur. Alors, le VIX, en fait, est calculé à partir justement de ces volatilités implicites des options. Alors, c'est pas tout à fait la volatilité, c'est plutôt la variance qui est... Donc ça fait partie en fait du calcul de la volatilité. Bon, peu importe. C'est juste, là, on calcule quand même une volatilité implicite à partir des options sur le S&P 500. Et en fait, c'est le CBE qui a établi cet indice, qui nous donne quand même une meilleure indication du sentiment du risque sur le marché. Donc le VIX, en fait, vous avez sûrement vu cet indicateur, cet indice dans le passé. Quand l'indice VIX est bas, proche des entre, je dirais, 11 et 20,
enfin surtout 11 et 15, généralement on voit quand même les marchés boursiers monter doucement parce que la volatilité anticipée est basse. Mais en fait, quand l'indice VIX monte, eh bien le marché généralement baisse. Bien entendu, parce qu'on vient de dire que la volatilité la plupart du temps, c'est généralement quelque chose de mauvais sur le marché. En fait, ça s'appelle le risque. Donc quand le VIX augmente, le S&P 500 et les indices boursiers généralement baissent. Donc voilà, c'est un fait. On peut observer quand même des zones sur le VIX, en fait, historiquement parlant, où on commence à évoquer quand même différents cycles de marché. Alors, depuis 2013, tous les replis des indices boursiers américains, toutes les phases de correction sont généralement limitées. On n'a jamais connu depuis 2012 une forte baisse sur le marché actions. Bon, peut-être un petit peu en octobre et en décembre l'année dernière, mais voilà, les marchés quand même ont tenu. Alors, au-delà des, on va dire, 23 sur le VIX, donc c'est un niveau qu'on n'a jamais dépassé depuis l'été 2012, et bien au-delà des 23, on commence à être dans un marché qui donne des signes inquiétants pour le moyen terme. Bon, encore une fois, c'est uniquement à partir de ce qu'on a déjà observé sur le VIX. Et au-delà des 30, là on a quand même un marché, un crack boursier. Donc un crack boursier en 2010, 2011 et bien entendu en 2008. Donc ça c'est le VIX qui est encore une fois calculé à partir des options, donc la volatilité implicite, volatilité anticipée des options donc sur le S&P 500. Il y a d'autres indicateurs, enfin indices de volatilité. Il y a aussi le CVIX, le Deutsche Bank Currency Volatility Index. Donc c'est un indice de volatilité sur le marché des changes. Alors je vais vous montrer rapidement un graphique qui n'est pas mis à jour, mais en fait ce qui date de l'année dernière. Le CVIX l'année dernière a été sur ses plus bas de, je crois, 25 ans. C'était quand même une volatilité historiquement basse sur le Forex. Depuis, en fait, nous avons quand même connu une augmentation de la volatilité sur le marché des changes, grâce notamment à la reprise de la tendance haussière du dollar US. En effet, on observe quand même une corrélation entre le CVIX, ici donc en la courbe bleue, et le Dow Jones FXM US Dollar Index. Alors, ce graphique ici n'est pas mis à jour. J'ai justement une courbe qui est plus récente ici, sur cette base Excel. Et vous observez quand même, quand le dollar US, à partir de l'été dernier, s'est mis à rallier fortement, le CVIX, en fait, lui, a grimpé. Alors, on voit quand même que le CVIX reste historiquement bas, enfin on n'a pas vu le CVIX dépasser ses sommets de 2013 alors que le Dow Jones FXM US Dollar Index a dépassé les siens, mais avec la récente chute de l'USD CHF, donc le franc suisse figure justement parmi les composants du CVIX, je pense que ce serait intéressant de regarder le CVIX aujourd'hui parce que je pense que la volatilité justement a fortement augmenté et les opérateurs aujourd'hui sur le marché des changes anticipent justement plus de volatilité à venir. Alors, ça veut dire en fait pour vous, les traders du Forex, que les spreads sur le marché des changes risquent d'être plus élevés sur certaines devises, notamment le franc suisse. Et c'est ce que l'on observe depuis justement 2 semaines. Alors pourquoi ? C'est parce que si les opérateurs anticipent beaucoup de volatilité sur le marché des changes, donc le CVIX grimpe avec donc la forte chute de l'USD-CHF, l'envolée du franc suisse, les banques, les fournisseurs de liquidités, les market makers, veulent ne pas trop être exposés à une forte volatilité. Bien entendu parce que ça s'appelle risque. Et il est difficile de gérer des positions, de gérer justement notre risque sur les marchés volatiles. Donc les opérateurs, les banques, les hedge funds, enfin tout simplement les market makers, fournisseurs de liquidités sur le marché interbancaire,
élargissent leur spread pour justement prendre moins de risques sur le marché. Parce qu'avec un spread plus large, donc une fourchette bid-ask plus large, eh bien, justement, on parle de concurrence parmi les market makers sur le marché interbancaire, parmi les banques. Et bien, si vous affichez en fait un spread plus large que les autres, bah, vous n'allez pas finalement exécuter, enfin être exécuté, être appelé par les traders. Donc, ça, c'est une façon justement de diminuer justement l'exposition sur le marché. Si vous n'avez pas envie en tant que market maker sur le marché de ne pas être en position sur une devise, par exemple, je sais pas, le rouble russe ou bien le franc suisse, vous affichez quand même des spreads beaucoup plus larges. Si tout le marché fait cela face à une volatilité qui est anticipée en hausse, eh bien vous avez en fait structurellement des spreads plus larges sur le marché d'échange. Ça c'est très important pour vous de comprendre si vous voyez quand même, je sais pas, en ce moment sur le franc suisse des spreads plus larges. C'est pareil en fait sur tout le marché. C'est pas uniquement chez FXM, c'est pas uniquement chez un autre broker, c'est structurellement le cas. Alors on va continuer maintenant. Donc on vient de parler du CVIX, qui c'est une analyse de volatilité sur le marché d'échange. Euh, vous avez aussi, alors je vais vous montrer en fait, vous avez aussi d'autres indicateurs, enfin indices de volatilité. Donc le CVIX, vous avez aussi un VIX pour le pétrole, un VIX pour l'or et un VIX pour l'euro. Donc ce sont des indices de volatilité calculés par le CBE, donc à Chicago. Et en fait, il fonctionne plus ou moins de la même manière que le VIX standard classique qu'on connaît donc sur le marché boursier. Donc ce sont des indices de volatilité pour d'autres marchés. D'ailleurs, sur vos plateformes MarketScope 2.0, vous pouvez quand même afficher des courbes de volatilité. Donc le VIX, le Gold VIX, le VIX pour le pétrole et le VIX pour l'euro ici. Grâce à une application qui s'appelle Yahoo Finance ChartView, vous pouvez donc afficher ces courbes. Alors, question, est-ce que l'on peut faire de l'analyse technique sur les indices de volatilité? C'est une question qui se pose. Parce que il est vrai quand on regarde par exemple le VIX. Alors on va regarder le graphique du VIX ici. On peut facilement quand même tracer des résistances, enfin donc, commencer à tracer des résistances. On va dire ici nous avons une résistance sur le VIX. Si ça casse, peut-être on va connaître une forte envolée du VIX et donc une forte baisse du S&P 500. Pareillement, vous avez donc un niveau ici, une zone là, une résistance sur le VIX ici. Donc en fait, officiellement, c'est vrai que si vous regardez la courbe du VIX, on observe quand même un support également sur lequel on commence à avoir des rebonds à partir de l'année dernière. Donc le VIX était historiquement bas l'année dernière et on commence à avoir des rebonds. Donc oui, c'est vrai que tout bêtement, on peut tracer des niveaux techniques sur le VIX. On peut également, bien entendu, mettre des indicateurs techniques là-dessus. Alors, on va pas mettre beaucoup d'indicateurs techniques, mais on peut mettre des moyennes mobiles. Par exemple, je pense que la moyenne mobile à 200... Alors, 200 semaines normalement, je vais essayer. Alors, je peux pas le faire. Bon, je pense que la moyenne mobile à 200 semaines est justement une résistance sur le VIX. Je pourrais d'ailleurs en fait essayer de vous la montrer. Donc je vous montre comment utiliser l'application Yahoo Finance sur MarketScope. On va chercher donc le graphique du VIX. Donc les données en fait viennent de Yahoo Finance. Hein. Donc le VIX, ça c'est le symbole sur Yahoo Finance. Je vais chercher sur les donc depuis 2000. Alors le VIX en fait je crois le VIX a été créé en 2000, alors je me rappelle plus exactement, soit juste avant la crise financière de 2007, 2008, soit juste après, peu importe. Dans tous les cas, on va afficher donc le VIX sur les 14, enfin depuis 2000 et en données hebdomadaires. Et en fait, je vais maintenant mettre une moyenne mobile à 200 semaines. Je pense que ça fait bel et bien résistance. Alors,
Donc en effet, bon, c'est pas forcément le cas maintenant, mais en effet, en fait, entre 2012 et septembre 2014, c'était effectivement une résistance. Vous voyez donc tous les chocs baissiers sur le marché action, donc le S&P 500, étaient limités, contenus, avec un VIX sous sa moyenne mobile à 200 semaines. Donc en fait, c'est vrai que pour trader une telle configuration, chaque fois qu'on avait un pic de volatilité, une correction baissière du S&P 500 et le VIX arrivait sous sa MM 200 semaines, c'est vrai qu'en fait c'était un point d'achat sur le S&P 500, chaque fois. Et en fait on pouvait profiter de la tendance haussière du S&P 500 avec la volatilité qui restait quand même basse. Bon, peut-être nous avons le début d'un nouveau cycle, je sais pas, on verra bien. Si le S&P 500 se met à baisser, peut-être on arrivera en fait à avoir une augmentation de la volatilité derrière et donc des cassures baissières sur le S&P 500, un marché baissier. C'est une hypothèse, hein. Dans tous les cas, la question suivante, enfin la question que j'ai posée tout à l'heure, c'était est-ce que l'on peut tracer des niveaux techniques? Est-ce qu'on peut faire de l'analyse technique sur des indicateurs de volatilité? Alors, la réponse, je dirais que la réponse, c'est oui. Parce que, force est de constater, effectivement, que ça fonctionne. Force est de constater que un trader, en achetant le S&P 500 chaque fois que le VIX revenait sous sa MM 200 semaines entre 2012 et septembre 2014, chaque fois que le trader achetait le S&P 500, bah il gagnait. Et donc en fait officiellement cette stratégie fonctionnait. Mais c'est vrai que il faut dire encore une fois que le VIX et donc les autres indicateurs de volatilité sont calculés à partir de la volatilité implicite. Alors, l'analyse technique, cette science inexacte, c'est même pas une science, c'est quelque chose qu'on a créé qui fonctionne, mais c'est pas non plus une science comme justement d'autres sciences, la chimie, la physique. Eh bien, l'analyse technique en fait repose. Enfin, l'hypothèse de l'efficacité de l'analyse technique repose sur le fait qu'il y a des acheteurs et des vendeurs sur le marché. Donc des acheteurs et des vendeurs d'un actif financier. Par exemple, il y a des acheteurs et des vendeurs de l'euro-dollar, il y a des acheteurs et des vendeurs de l'once d'or, il y a des acheteurs et des vendeurs du pétrole. Mais il n'y a pas vraiment d'acheteurs et vendeurs de la volatilité implicite. Alors, c'est vrai que sur le marché, pour les traders d'options, en fait, il y en a qui achètent des options pour jouer justement une augmentation de la volatilité implicite parce que ça, en fait, ça fait gonfler le prix de l'option. Donc oui, un petit peu. Mais officiellement, c'est vrai que officiellement, fondamentalement parlant, il n'est pas possible de faire de l'analyse technique sur les indicateurs de volatilité, enfin sur les indices de volatilité sur le VIX. Puisqu'il n'y a pas de marché de volatilité implicite, officiellement. Mais ça fonctionne tout de même. Donc en fait, les sceptiques, ceux qui disent c'est pas possible de tracer des supports et résistances sur le VIX, eh bien en fait ils ont raison, mais à la fois ils ont tort, parce que force est de constater que ça fonctionne. Donc, si jamais le VIX, par exemple, ici, devait casser sa résistance, peut-être, en effet, on aurait, cette année, par exemple, en 2015, un crack boursier comme l'on a vu en 2010 et 2011. Un VIX qui casse sa résistance, qui grimpe jusqu'à sa prochaine résistance, soit les sommets de 2011 et 2010. C'est une hypothèse tout à fait raisonnable. Donc, surveillez ça, justement, cette année. Alors, je reviens justement sur ma présentation. Donc encore une fois, vous avez le VIX sur le marché boursier, donc le VIX calculé à partir des options sur le S&P 500, mais aussi vous avez un VIX pour le pétrole, un VIX pour l'or, un VIX pour l'euro. Donc ce sont des indicateurs qui peuvent vous aider à mieux déterminer justement des cycles de marché. Est-ce que nous sommes dans un marché où des cassures techniques fonctionnent bien, donc on peut vendre sur cassure ou acheter sur cassure pareillement, ou est-ce que nous sommes dans une situation de faible volatilité où il faut plutôt privilégier des stratégies en range, où vous vendez des écarts à la hausse et achetez en fait des replis vers des supports.
tout dépend justement de la volatilité et des conditions de marché. Alors, pour calculer la volatilité, vous avez deux sites qui sont utiles. Alors d'abord, en fait, pour ceux qui s'intéressent aux options, vous avez le site stratégie-options.com. Alors on ne travaille pas avec ce site, bien entendu, mais c'est le seul site en français, en langue française, qui parle des options. Et je trouve ce site en fait pas mal, justement si vous voulez d'autres informations, si vous voulez apprendre un petit peu sur les options, si vous vous intéressez à ce concept de volatilité implicite, eh bien je vous invite à consulter le site stratégieoptions.com. Il y a aussi en fait le site qui travaille avec FXM, justement forexticket.fr. Alors désormais en fait Mataf, ça s'appelle mataf.net, qui a justement un outil de volatilité. Vous pouvez calculer, vous pouvez aller là-dessus et calculer la volatilité pour, par exemple, je sais pas, l'euro-dollar. Alors on va le faire. Donc ça c'est sur mataf.net, leur outil de volatilité. Par exemple, on peut calculer sur les paires de devises ici, la volatilité sur les dernières, je sais pas, dernières 30 semaines. On va le faire. Alors, cela nous donne, par exemple, sur l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar, je trouve pas. Ah si. Ici, donc l'euro-dollar, cela nous donne une volatilité généralement de 80-100 pips. Et en fait, on peut observer justement la volatilité. Donc sur 30 semaines, hein, c'est une moyenne, en moyenne, une volatilité par exemple dans l'après-midi de 37 pips chaque heure sur l'euro-dollar. Alors, on a dit au début de ce webinaire que la volatilité est officiellement en fait calculée à partir des rendements, à partir du changement des prix, et pas à partir des prix eux-mêmes. Mais là, sur le marché, beaucoup de traders en fait pense que la volatilité, c'est très lié quand même au range, à l'étendue des ranges journaliers par exemple. Et vous pouvez donc alors calculer quand même ou estimer cette volatilité à partir justement des mouvements en termes de pips ou en termes de prix. Donc c'est ce que fait mataf.net. C'est pas tout à fait exact, hein, parce que officiellement la volatilité on l'exprime en pourcentage. Pourcentage de 0,5%, 30%, mais c'est vrai qu'en fait quand on parle de l'euro-dollar et on observe justement une volatilité intraday, ça reste quand même très très basse et ça va être difficile de jauger justement le potentiel de décalage sur le marché. Donc on le fait en pips. Vous pouvez donc utiliser cet outil pour mieux déterminer le meilleur moment dans la journée où on peut par exemple trader des cassures techniques. Bon, c'est dans l'après-midi normalement avec des statistiques aux États-Unis par exemple. Donc je vous invite à jeter un œil là-dessus sur ce site. Indicateur de volatilité, il y en a deux dont je vais parler. L'average true range. Alors je pourrais vous expliquer justement le calcul de l'average true range. Vous pouvez trouver ça justement, vous faites une petite recherche Google. En gros, c'est la moyenne des écarts absolus, donc à la hausse et à la baisse. Donc vous calculez un écart soit en hausse, soit en baisse pour une journée, une séance boursière, une période. Et en fait vous calculez l'écart et ensuite vous allez arriver à un espèce de calcul avec des écarts absolus et vous faites la moyenne et vous arrivez à avoir un average true range. Alors généralement l'average true range est calculé à partir de 14 périodes comme le RSI et je vais vous montrer donc l'average true range. On va prendre un graphique, vierge sur, par exemple, l'euro-dollar. Donc l'average true range sur l'euro-dollar, encore une fois, c'est calculé à partir des prix, hein, et pas à partir des rendements ou des changements. Donc l'average true range ATR, c'est sur votre plateforme de trading ici. L'étendue, donc en moyenne pour, par exemple, 14 jours.
Et on va observer, on va regarder cet indicateur. On voit quand même que l'ATR monte fortement depuis le mois de juillet. Encore une fois, ça en fait c'est le moment à partir duquel le Dow Jones FXM US Dollar Index, donc le dollar américain, s'est mis à rallier sur le marché des changes. Et donc en fait ça nous a donné quand même une forte baisse sur l'euro dollar à partir du mois de juillet. Alors que officiellement l'euro dollar s'est mis à baisser à partir de mai. Mais en fait la baisse au début était expliquée par une baisse de l'euro. Et ensuite à partir de l'été c'était à la fois l'euro mais aussi le dollar US qui faisait chuter l'euro dollar. Et en fait, on n'a pas encore atteint les plus bas, j'estime, sur ce marché. L'ATR, en fait, on peut observer donc l'ATR historiquement, était l'année dernière, sur l'euro-dollar, sur quand même un plus bas jamais vu depuis l'existence de l'euro. Depuis donc depuis l'euro, l'existence de l'euro, on n'a jamais vu un average du range aussi bas qu'en juillet 2014, au début de juillet 2014. Donc en fait, on arrive enfin vers une volatilité, on va dire, historique, hein, moyenne. Vous voyez donc la forte hausse ici. D'ailleurs, vous pouvez, tout comme sur le VIX finalement, tracer des lignes, faire de l'analyse technique sur l'ATR, ça fonctionne très bien. Pour justement confirmer des cassures techniques par exemple. Ce qu'il faut pour confirmer des cassures techniques, je sais pas si, j'imagine que chacun a connu cela dans le passé. Vous pensez qu'il y a un signal de trading en casse un niveau technique, vous entrez et en fait finalement le marché change de direction et en fait vous devez alors clôturer votre position en perte. Ça arrive à tout le monde. Les fausses cassures, on appelle ça, des pièges. Alors pour justement améliorer le taux de réussite des stratégies sur cassure, donc on entre sur cassure d'un niveau technique, on peut utiliser justement des indicateurs techniques, notamment des indicateurs de volatilité comme l'ATR. L'année dernière, en fait, il y avait un signal qui était pas mal sur l'ATR ici. Donc il suffisait, et je surveillais justement ça l'année dernière. L'ATR, c'est pas vraiment un indicateur que je regarde chaque jour, mais c'est quelque chose que j'ai vu l'année dernière sur l'euro dollar. On était dans une situation, on va dire, d'écrasement de la volatilité depuis 2011, ici sur l'euro dollar. Les ranges journaliers étaient de plus en plus petits en moyenne. Et ensuite, on était arrivé à une situation dans laquelle les ranges journaliers étaient historiquement bas sur l'euro-dollar, historiquement étroit. Et une fois que l'euro-dollar s'est mis à baisser, donc c'était au milieu de cette baisse, à partir de juillet, une fois que le dollar US s'est mis à rallier, l'ATR a cassé cette ligne de tendance baissière. Et là, un signal de trading s'était donc donné en septembre avec une forte chute en dessous des 1,30 sur l'euro-dollar. Et la suite. On savait déjà, bien entendu, que l'euro-dollar était baissier. On avait déjà des objectifs baissiers sur l'euro-dollar. On parlait quand même d'assouplissement monétaire, d'assouplissement quantitatif éventuellement en zone euro, ce qui est déjà connu maintenant, c'est un fait désormais depuis la semaine dernière. Mais officiellement, la cassure des 1,30 sur l'euro-dollar avec la Banque Centrale Européenne ce jour-ci, je pense que c'était justement lorsque la Banque Centrale Européenne a mis en place un taux de dépôt négatif. Peut-être je me trompe justement, mais je me rappelle très bien qu'il y avait une forte chute de l'euro-dollar avec la BCE ce jour-là, le 4 septembre 2014. Cela nous a donné en fait un signal sur l'ATR, et donc en fait une période, ça a renforcé justement les perspectives baissières, on va dire. Un signal déjà, il y avait des signaux techniques à la baisse sur le cours déjà depuis plusieurs mois, mais officiellement là, cela nous a donné en fait la fin d'un cycle ou la fin d'une condition de marché
où on avait juste un écrasement de la volatilité. Et aujourd'hui, en fait, nous avons quand même cassé les 1,20 au début de janvier. Et donc, en fait, c'était officiellement cette cassure ici qui pouvait nous permettre de mieux anticiper la cassure des 1,20 derrière. Ou une forte chute derrière dans les mois suivants, la cassure des 1,30. Donc c'est une façon d'utiliser un indicateur de volatilité comme l'ATR, bien entendu. Ça, c'est très intéressant quand vous avez de telles configurations, parce que, bien entendu, quand on a cassé les 1,30, on ne pouvait pas savoir que l'euro-dollar allait forcément baisser jusqu'à 1,20, mais c'était quand même quelque chose qui laissait penser pour un analyse technique qu'on allait chercher justement les 1,20 et potentiellement même derrière qu'il allait avoir la volatilité suffisante pour casser les 1,20 derrière. C'est le cas maintenant. Bon, on pourrait chercher d'autres exemples. Si vous voulez, ce soir, vous pouvez faire ça sur votre plateforme. Si vous y trouvez justement des configurations comme celle-ci sur l'euro-dollar, eh bien, vous comprenez en fait que c'est très très intéressant de profiter des mouvements historiques lorsque l'ATR casse des niveaux historiques également. On va revenir maintenant sur la présentation. Je vais terminer avec l'autre indicateur de volatilité que tout le monde, beaucoup de traders utilisent, les bandes de Bollinger. Alors, Bollinger, c'était un analyste technique qui a inventé un indicateur très très intéressant et très utile. Ce sont des bandes de Bollinger. Alors, les bandes, en fait, représentent l'écart type donc du cours par rapport à une moyenne. On a dit au début de ce webinaire que quand on parle de volatilité, on parle par exemple de marché qui évolue, qui monte par exemple dans une tendance haussière, qui grimpe autour d'une moyenne. Il y a des écarts donc à la hausse et à la baisse. Et bien là, en fait, les bandes de Bollinger, c'est le même concept. Vous avez des bandes, donc deux écarts types. Je crois que c'est bien les deux écarts types, oui. Ce sont des. Donc, le deuxième écart type par rapport à la moyenne, peut-être en fait, si vous ne connaissez pas justement les statistiques ou si vous n'êtes pas très matheux, ça vous dit pas grand chose. Mais les écarts types, en fait, en gros, c'est la mesure de volatilité, l'écart type. C'est ce qu'on appelle la volatilité. Quand on dit volatilité, on parle d'écart type, mathématiquement parlant. Quand on dit deux écarts types, en fait, on commence à évoquer les probabilités. On commence à évoquer justement une courbe gaussienne en forme de cloche et une probabilité de l'ordre de, je crois, 68%. Ça veut dire en fait qu'il est quand même assez probable que le prix d'un marché reste à l'intérieur de ces bandes de Bollinger en moyenne. Mais vous pouvez bien entendu observer quand même des périodes où le prix décale fortement et sort de ces bandes de Bollinger avec un écartement de ces mêmes bandes, comme ici vous voyez là sur le graphique. Et là vous avez quand même des signaux techniques sur le marché. Donc on peut se servir justement des bandes de Bollinger pour aussi valider des cassures techniques. Quand le prix sort de ces bandes, et quand on a des cassures de niveau technique horizontaux, donc vous tracez des supports, résistances ou autres, là, ça nous aide justement à confirmer ces cassures techniques. Certains traders d'ailleurs, en fait, sachant qu'il est enfin, surtout quand on évoque le troisième écart type, là on arrive à justement une probabilité de l'ordre de 99%, comme quoi le prix va rester à l'intérieur de ces bandes. Et bien en fait, certains traders trade agressivement ces mouvements. Ils attendent par exemple une troisième bougie en dehors de la bande de Bollinger pour ensuite entrer à contre-tendance, pour jouer en fait le retour à l'intérieur de ces bandes, parce qu'en fait il est très peu probable que le marché reste à l'extérieur de ces bandes longtemps. Bon, c'est une stratégie très agressive et je ne recommande pas forcément cette stratégie, parce que vous
jouer contre le mouvement sur le marché. Mais bon, certains traders préfèrent ça. On peut regarder rapidement les bandes boulangères sur par exemple l'euro-dollar. Donc sur votre plateforme, vous cherchez dans la section, enfin dans le menu des indicateurs, boulangère, hein, c'est le nom. Alors boulangère 2L, voilà, les bandes boulangères. Et donc vous pouvez en fait regarder sur 20 périodes. Mais vous pouvez changer ça, vous pouvez choisir 50, comme vous voulez. Mais en fait, il faut dire que si vous choisissez par exemple sur 20 périodes, vous aurez sur l'euro-dollar ici, par exemple, une moyenne mobile à 20 jours. Et vous aurez les écarts, donc deux écarts types, hein, du cours par rapport à cette moyenne mobile. Donc on calcule l'écart du cours par rapport à cette moyenne mobile. Enfin, deux écarts en fait finalement, écart type, volatilité, et on observe donc ces deux courbes. Il est donc assez probable que l'euro-dollar reste à l'intérieur de ces courbes, et en fait on voit quand même que c'est le cas. Généralement, quand on arrive sur la bande basse, on a quand même un retour à l'intérieur de ces bandes. Ça ne veut pas dire que le marché change de direction, mais ça veut dire en fait que le prix finit par rebondir, et lorsque le prix sort de ces bandes, l'euro-dollar revient à l'intérieur. Encore une fois, historiquement parlant, nous avons quand même une volatilité qui est tout à fait, je dirais maintenant, normale sur l'euro-dollar. Il n'y a pas une forte volatilité sur l'euro-dollar comme en 2008. Hein. Donc historiquement parlant, on voit quand même que l'ATR ici, le range journalier sur l'euro-dollar est tout à fait normal. Si ça monte davantage, bien entendu, on arrive quand même dans une situation où le prix peut sortir de ces bandes boulangères durant des périodes beaucoup plus prolongées. On peut regarder par exemple justement le pic de 2008, enfin le marché baissier de 2008, avec l'euro-dollar ici. Au début, donc ça c'est 2008 là, au début en effet il y avait quand même de très forts décalages sur le marché, et on est arrivé des fois à sortir durablement pendant 2-3 jours de ces bandes là par exemple. Donc il faut faire attention à ça. Pareil ici, vous voyez là, on est sorti de ces bandes, on est passé donc en 2008, décembre 2008, en gros de 1,35 jusqu'à 1,45 hein. Donc 1000 pips en ligne droite sur l'euro-dollar, forte volatilité. Aujourd'hui nous sommes pas du tout dans cette situation. Bien entendu je reviens donc jusqu'à 2015, ça va prendre un peu de temps, et on a vu donc l'écrasement de la volatilité entre 2011 et 2014, et la tiers qui monte. Mais ce n'est pas non plus une volatilité extrême. Et derrière, l'euro-dollar, en fait, chaque fois qu'on voit le marché tester la bande inférieure, parce que nous sommes dans un marché baissier, donc on teste beaucoup plus souvent la bande inférieure du boulangère, on arrive à avoir un retour à l'intérieur de ces bandes. Il n'y a pas de forte sortie, à part d'ici par exemple, donc c'était la semaine dernière justement, il n'y a pas de forte sortie de ces bandes. Mais si ça arrive, en fait, vous comprenez que ce sont des mouvements qui peuvent durer 2-3 jours, et avec des écarts, des décalages très puissants. Donc bande boulangère et average true range. Alors c'est une présentation assez basique quand même. S'il y a des traders qui regardent ce webinaire, qui trade depuis longtemps avec les bandes boulangères, bien entendu vous allez avoir peut-être des stratégies beaucoup plus raffinées. Hein. Moi-même je n'utilise pas trop les bandes boulangères, à vrai dire. Je trouve ça intéressant. Je trouve l'indicateur, c'est l'un des indicateurs les plus intéressants. Et des fois je regarde, mais en fait je ne base pas mes prévisions ni mes stratégies de trading là-dessus. Voilà. Dernière remarque, c'est que j'ai dit que les bandes boulangères en fait sont calculées à partir du deuxième écart type par rapport à la moyenne. Vous pouvez changer ce paramètre et vous pouvez mettre 3 écarts types. Alors 3 écarts types pour une courbe gaussienne, on parle de probabilité. Pour une courbe gaussienne, en fait, le troisième écart type, ça représente, je pense, 90%. Donc vous avez une probabilité de 90%, donc 99 même, de rester à l'intérieur de ces courbes. Et en fait, on voit que, par exemple, l'euro-dollar, il n'y a pas vraiment de sortie des bandes boulangères calculées avec le troisième écart type. Hein.
vous voyez là, généralement, quand on arrive enfin, soit à la bande haute et soit à la bande basse, eh bien le marché il réagit. Parce qu'il est peu probable qu'un marché, enfin, encore une fois, 90%, 99%, il est peu probable que ce marché sorte de ces bandes avec 3 écarts types. D'ailleurs, en fait, c'est quand même pour l'euro-dollar assez, enfin, c'est pas mal comme paramètre, je dirais, sur l'euro-dollar avec 3 écarts types, parce que quand on arrive en haut, il y a quand même une bonne probabilité d'avoir un repli derrière. Quand on arrive en bas, on peut quand même observer des rebonds derrière. Donc ça, c'est pas mal sur l'euro-dollar, 3 écarts types à 20 jours sur l'euro-dollar. Donc voilà pour les bandes boulangères et la tiers et la volatilité. Ça termine, ça conclut ce webinaire sur la volatilité. Maintenant, je vais regarder les questions posées sur le chat. Donc je vois une première remarque comme quoi le webinaire était extrêmement pédagogique. Alors c'est la première fois qu'on fait ce webinaire, à vrai dire. En fait, je pense que je pourrais l'améliorer. Donc je vais justement essayer de l'améliorer et faire cette même présentation dans le futur. Mais j'espère que cela vous a plu. Si vous avez des recommandations, justement des conseils, des suggestions, n'hésitez pas, des critiques, n'hésitez pas. Je vais maintenant regarder les questions. Alors pour le VIX, alors je vois une question sur le VIX, en fait je comprends pas forcément, mais le VIX est racheté à un indice. Le VIX, en fait, encore une fois, le VIX est calculé à partir des options indexées dans le sous-jacent et l'indice S&P 500. Donc le VIX, en fait, est quand même lié à l'indice S&P 500 dans la mesure où quand l'indice S&P 500 baisse, il y a généralement plus de volatilité lors des phases de baisse, et donc en fait le VIX monte. Parce que les anticipations vis-à-vis de la volatilité augmentent, et donc les options, enfin la volatilité implicite monte, et donc le VIX monte. Alors Phil NFP, bonjour. Donc vous me dites, vous préférez acheter une prime put car les market makers à contrario des stops ne peuvent pas les chasser. Alors pour les options, oui, en effet, il n'y a pas de stop, hein, vous avez la prime que vous payez, puis en fait c'est votre risque, vous connaissez le risque en fait depuis le début, depuis l'engagement du trade, bien entendu. Bonjour visiteurs, question, quelles sont les façons de jouer directement les différents indices, notamment OVX, GVZ, excuse-moi, EVZ et aussi le VCAC du CAC 40. Alors il y a, en fait, on a fait un webinaire l'année dernière, je peux retrouver peut-être même sur notre chaîne YouTube. Nous avons fait un webinaire sur une stratégie de trading qui est possible à partir du VIX. Je vais retrouver ce webinaire rapidement et vous l'envoyer via le chat. Voilà. Donc on a fait ce webinaire l'année dernière, c'était justement quelqu'un qui travaillait pour FXCM à Londres, pour FXCM Pro, qui a fait une étude donc sur le VIX et qui a fait donc une étude sur une stratégie de trading basée sur le VIX. Je vous envoie le lien vers cette vidéo et vous pourrez donc, visiteurs, avoir une meilleure indication d'une stratégie possible à partir de ces indices de volatilité. Donc vidéo sur le VIX, je partage cela via le chat à l'instant. Ça part donc dans le chat à droite sur votre page dans la salle de trading en live. Donc voilà, en fait je vois plus de questions, je vois juste des gens qui me disent c'est pas mal le webinaire. J'en vois un qui nous dit qu'on a travaillé de 8h ce matin à 18h le soir. Oui, en effet, on fait des journées assez longues. C'est la finance, hein, tout le monde fait des journées assez longues quand même. C'est le choix. Hein. Sur ce, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais donc terminer ce webinaire et vous souhaiter une très bonne soirée. Si vous avez des questions derrière, vous regardez donc l'enregistrement de ce webinaire que je vais mettre d'ailleurs sur notre chaîne YouTube ce soir. N'hésitez pas, vous pouvez me contacter soit via mon compte Twitter Adrien Raymond FX,
soit via email à raymond@fxm.fr. Merci à tous de votre présence ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée et on se retrouve demain sur delisfix.fr pour les prochains points de marché.